Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On va démarrer donc ce nouveau mois boursier. Et on va faire donc des analyses hebdo, pas forcément des analyses mensuelles ni trimestrielles. On a fait ça plutôt en fin de semaine. Donc pour ma part, toujours pareil, hein, des scénarios qui vont être extrêmement durs en termes de décision sur les mois et trimestres qui suivent, parce que ça conditionne évidemment ce qui va se produire sur plusieurs trimestres derrière. On est en plein sur ces zones de décision, sur tous les indices, sur la majorité des paires Forex. Donc effectivement, on est bien sur une zone de friction. C'est normal qu'il y ait un peu de volatilité, un peu de tension. Sauf qu'on ne la voit donc toujours pas sur les marchés américains. Donc toujours le même problème. Pourquoi les US vivent dans leur bulle? Est-ce qu'ils vont réussir à installer une bulle réelle, une bulle sur les actifs financiers, ou alors tout simplement est-ce que c'est un effet de courte durée? On va discuter de tout ça, on va parler des effets de la Chine aussi cette nuit, on va regarder la forme de cette session, comment les différents indices y réagissent à court terme, et voir ce qu'on peut en tirer comme information sur cette semaine, évidemment, qui est donc intéressante et capitale, puisqu'on commence direct par casser les plus hauts de la semaine dernière par des gaps haussiers. Donc, c'est clairement pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais non seulement des gaps baissiers, mais au moins des signaux de réactivation baissière en fin de semaine dernière. On n'a rien eu de tout ça. En plus, on se fait arracher en ce début de semaine par un petit PMI qui repasse au-dessus de 50, mais alors légèrement au-dessus de 50 pour la Chine, mais ça suffit pour euphoriser tout le monde. Il fallait des bonnes nouvelles, hein. C'était un peu le truc, c'était de dire on n'avait plus rien à bouffer, on nous donnait plus rien à manger par rapport aux taxes pleines et tout ça. Par rapport aux tax plan, pardon, par rapport aux discussions commerciales. Donc, c'était emmerdant. Il fallait bien qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, le PMI chinois cette nuit, c'était parfait. Ce qu'on va voir, c'est que tous les indices y réagissent, mais pas tous de la même façon, et que du coup, il va pas falloir non plus trop s'extasier de tout ça. Les cryptos, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Rien de nouveau sous le soleil, pas de breakout. Par contre, la structure de triangle n'est plus possible. On va donc passer sur une structure en triangle rectangle pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, puisque il semblerait que nous ayons une forme de vague 2 et 4 qui soit plutôt à plat. Alors c'est pas exactement à l'équilibre, à l'horizontale, mais c'est plutôt pareil. Donc c'est-à-dire le point 4 normalement. Là, il est en train d'échouer dans la zone du point 2. Donc on va voir, hein, pour l'instant, mais donc toujours la théorie du triangle pour ma part, mais donc un triangle qui semble plutôt s'orienter sur un triangle rectangle. Bitcoin, on le voit beaucoup plus, hein. Là voilà, effectivement, pareil, ça veut bouffer, hein, ça veut passer sur Bitcoin. Je pense qu'au final, c'est peut-être lui qui va leader les mouvements. Moi qui pensais que c'était Ether qui allait tirer tout le monde, eh bien c'est plutôt Bitcoin pour l'instant qui semble être le plus recherché. Donc on va voir un peu tout ça, mais toujours les scénarios en cours pour ma part en fond de portefeuille sur les cryptos. Toujours sur des scénarios, je vous rappelle les codes couleurs, gris ça veut dire buy and hold, donc c'est des trucs qu'il faut pas regarder tout le temps. On suit un peu la mécanique, voilà. Euh, Allez, donc on fait un tour sur les indices. Donc voilà, moi ce qui me gêne le plus, c'est particulièrement celui-là. On va regarder les autres, hein, c'est-à-dire qu'à Shanghai, c'est ce que je craignais un peu la semaine dernière. Quand j'ai vu ces structures-là, je me suis dit, oh putain, les salauds, ils lâchent rien, on n'arrive pas à choper le bottom et on fait ça vendredi. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, lundi, ils vont nous péter les résistances. Mais ce que j'espérais, c'est que ça tienne pas. Alors à Shanghai, ça tient, c'est-à-dire qu'ils tiennent la clôture tout en haut. Et on retourne officiellement pour les premières fois, donc faire des clôtures, voilà, dans le bas de la zone 1. Donc est-ce qu'on a fini la phase de baisse ici, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, est-ce que ces deux vagues de baisse complètement terminées en Chine? C'est la question qu'il faut se poser. Dans tous les cas, bon, c'est pas écarté nécessairement. Mais j'ai pas l'impression. Voilà, moi je pense que ça pue toujours, hein, ce type de marché-là. C'est-à-dire ça rallie, on est super méga trop fort et puis la résistance est là. Tout le monde pense qu'on va la passer. On est dessus, hein, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ces niveaux-là. Tout le monde pense qu'on va le passer, que c'est gagné et tout ça, et puis c'est là où merde, et putain, ça retombe. Quand on regarde en hebdo, pareil, on est sur des zones où ça vient juste chasser des stops. Donc en fait, ça veut dire qu'à partir de là, il faut surtout pas se mettre dans le sens, parce que ça laisse deux options. C'est soit c'est un breakout, d'accord, soit ça c'est un marché qui va continuer. Dans ce cas-là, on a matérialisé une résistance pendant 4 semaines et on va tout enfiler en ligne droite derrière pour franchir cette résistance. C'est possible. Moi, de toute façon, dans ce cas-là, ce sera une sortie sur les indices chinois. Parce que là, on revient chercher donc mes prix d'entrée, hein. Donc, c'est de dire, je vois pas trop ce qu'on fout là. Je comprends toujours pas spécialement les mécaniques en place sur ces différents indices, mais c'est comme ça. Donc, pour l'instant, en Chine, ça ne veut pas baisser. Mais alors, le chiffre, donc, on va aller le voir, hein, qui est donc ça, qui est un PMI chinois, donc qui vient de repasser
juste au-dessus des 50. C'est-à-dire, c'est pas faramineux, hein. Mais il faut se dire que le mois dernier, on était à 49,2. Alors, remonter d'un point, c'est bien, mais encore une fois, tout comme quand on monte pas en ligne droite, il y a des respirations dans des tendances haussières, il y a aussi des respirations dans les tendances baissières. Donc, dire que le merdier est fini parce que là, en gros, le nouveau thème, là, le nouveau paradigme, ça va être de dire, bah, c'est pas grave, c'est bon, la Chine, ça va se relever, c'est fini, et puis bah, on va avoir un deal sino-américain, et c'est parfait, tout va revenir comme avant, les capitalisations vont remonter sur les sommets historiques, et on va repartir sur de nouveaux miracles boursiers. Je vous rappelle quand même que ce qui vient de tomber, là, ces trucs-là, les PMI, ça tombe tous les mois. Un coup c'est mieux que les attentes, un coup c'est moins bien, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. C'est mensuel, ce sont des données qui sont étudiées sur des tendances, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que la tendance baissière n'est pas extrêmement forte, qu'elle n'est pas accélérante, mais qu'elle est encore hésitante sur le ralentissement chinois. Ce qu'on savait, hein, voilà, la Chine n'est pas non plus en train de s'écraser, ils ne sont pas en récession. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il faut faire très attention avec ces petits rebonds-là, surtout quand ils se produisent sous des résistances, parce que si vous vous amusez maintenant à vous dire, bah, c'est bon, c'est fini, allez, on achète, on abandonne, et c'est à ce moment-là où au final, les news commencent à devenir positives et les marchés s'effondrent. Vous avez bien compris que de toute façon, pour l'instant, il n'y a plus aucune logique. Le marché, il ne sait pas où il va, il n'a aucune visibilité, et pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui traduit ça, c'est l'inversion de la courbe de taux la semaine dernière. Et ça, par contre, ça se produit une fois tous les 8 ans, hein. Donc ça, c'est un élément, c'est pas un truc qui tombe tous les mois, l'inversion de la courbe de taux, et voilà. Donc c'est tombé, c'est officiel, c'est juste complètement mort. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est à l'aube de nous faire une nouvelle Golden Cross sur le S&P 500 en daily. Golden Cross, c'est croisement de la moyenne mobile 50 et 200, donc je pense que sincèrement avec la séance de ce matin, ça doit être fait. Je vais aller voir ça pour ne pas dire de bêtises. Moyenne mobile, voilà. Tac, tac, on va en mettre deux. Alors, hop, donc là, on va mettre une 50 classique. Hop là, ok. Et la 200, non, pas ça. La 200 classique. Hop, voilà. Oui, ça y est, c'est fait. Donc, Golden Cross, c'est fini les gars. Il n'y a plus d'emmerde à Wall Street, c'est terminé. Donc, si vous avez compris, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut regarder. Est-ce qu'on veut regarder la Golden Cross, c'est-à-dire, waouh, normalement, ici, on est à l'aube d'un nouveau bull market, donc sur le S&P 500. Par contre, avec l'inversion de la courbe de taux, normalement, on est à l'aube d'un crash. Donc, qu'est-ce qu'on veut choisir? Bull market ou crack? C'est vous qui choisissez, mais je pense que ça traduit sincèrement extrêmement bien le contexte dans lequel on est. Vous avez normalement ici de la volatilité. C'est-à-dire que dans un cadre comme ça, vous avez des boules qui vont être très boules, vous avez des bears qui vont être très bears. Je ne vois pas comment on peut écraser la volate. Donc le VIX à 13, je ne comprends pas la logique. Ça ne colle pas du tout avec ce qu'on est supposé trouver dans ce type de contexte. Voilà. Donc là, on avait eu la Death Cross, c'est là où ça s'était plutôt mal produit d'ailleurs. Les marchés accélèrent, tiennent les clôtures, et puis bah voilà. Donc maintenant, Golden Cross, pas de souci, tout va bien aux États-Unis, on ne s'inquiète pas, l'inversion de la courbe des taux, ça produira des résultats baissiers, mais que dans un an, voilà. Donc faites très attention, je vous ai fait cette émission la semaine dernière pour vous montrer que dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il n'y a plus rien de vraiment joli à espérer sur les capitalisations boursières, mais bon. Attention, je peux encore me tromper. Donc pas d'invalidation pour ma part, toujours pas pour l'instant, je ne vois pas de raison de le faire. On tient donc toujours pas les fourchettes d'Andrews, puisqu'on a clôturé la semaine dernière proche d'eux, et là bah, on s'offre un joli gap, hein, c'est-à-dire un gap magique au-dessus de ces niveaux-là. Donc c'est toujours pas possible de valider ce sommet, raison pour laquelle, et encore une fois j'insiste qu'il fallait rester très prudent, ne surtout pas renforcer ses ventes, ne toujours pas considérer ça comme acquis. Sur les scénarios américains. Par contre, voilà, moi ce qui me gêne, c'est quand je vois le Nikkei qui lui ne franchit absolument pas sa résistance, clôture sa session en bas. Hein. Donc le Nikkei qui est moins touché en fait par l'aspect chinois. C'est-à-dire que les indices chinois à clôture en haut ce soir, je peux comprendre, étant donné la nature de la statistique, qui est quand même pas mauvaise. Maintenant, ça, est-ce que ça sent la fin d'une tendance ou est-ce que ça sent le début d'un mouvement accélérant? Ben, moi, j'ai plutôt envie de dire que ce mouvement-là, s'il s'épuise demain, c'est déjà que c'est très mort, enfin que c'est plutôt mal barré. S'il se poursuit un petit peu dans les prochains jours, je le vois difficilement aller bien loin. Tout simplement parce que ça me semble être une tendance complètement majeure, et ça, au mieux, c'est une sous 4, d'accord? C'est-à-dire que même dans le cas où ce marché-là serait haussier, c'est-à-dire qu'il serait parti dans un schéma de 5 vagues,
Voilà, moi ce qui me gêne, c'est que j'ai pas l'impression que les tendances soient matures. J'ai l'impression qu'elles font bien joujou, ça par contre, oui, avec le nerf des investisseurs vendeurs, dans des flux quand même assez hésitants, toujours pareil. Mais voilà, moi je constate qu'on n'est toujours pas repassé au-dessus de la Fed pour les US. La zone européenne va chercher des résistances, mais on va voir que c'est toujours pas très très bien orienté comme système. Et bah, là, la statistique chinoise, elle me semble un peu surpricée et ça pue surtout le fameux donc gap de retournement, enfin le gap d'épuisement, c'est-à-dire celui où la tendance est déjà extrêmement mature et on gap directement sous la résistance pour donner un sentiment d'accélération, sauf que malheur, ça marche pas. Donc généralement ces gaps on les referme dans les 2 à 3 jours qui suivent. Donc normalement c'est un nouveau sommet hebdomadaire qu'on va former aujourd'hui. Enfin, qu'on va former cette semaine. Donc à surveiller, pour ma part sur les indices chinois, je ne fais plus rien, d'accord. Je suis obligé d'attendre les validations de prix pour reprendre des trades là-dessus. Et pour l'instant, donc, ça consistera à dire, on va voir comment ça se comporte cette semaine. Mais les retournements, donc l'hebdo d'il y a 2 semaines, qu'on voyait très bien hein, sur les indices, voilà, sont donc de dire, ah bah non, les statistiques sont bonnes, donc on va aller continuer de manger un petit peu. De toute façon, c'est toujours pareil. Le marché, on dit toujours, monte par les escaliers, descend avec l'ascenseur. C'est comme ça que ça fonctionne dans les marchés. Donc là, le principe, c'est de dire, on peut très bien monter hein, pendant encore 2 mois, ou même 2, 3 semaines. Si d'un coup, on efface tout en 2 semaines, moi, je préfère être dans le mouvement qui efface tout en 2 semaines. Il me semblera plus logique et il me semblera effectivement beaucoup moins risqué de s'exposer à ce mouvement-là que de jouer, entre guillemets, une tendance fébrile parce que les marchés montent. Alors, il y en a qui vont le faire, mais il faut le faire à court terme. C'est-à-dire que moi, sur les UT Swing, je ne peux pas me permettre d'acheter ces marchés-là. C'est complètement impossible. Maintenant, bon, bah, ceux qui l'ont fait, encore une fois, bravo, mais il fallait avoir les couilles bien accrochées pour s'attaquer à acheter et à tenir des scénarios haussiers à l'époque quand on était là. Hein. Je vous remets quand même encore dans le contexte. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui vous disent que les marchés sont haussiers, il n'y en a pas un seul qui achète les marchés et qui a acheté les marchés. Hein. Ils vous disent juste les probabilités sont haussières à court terme parce que bah, évidemment on ne peut pas voir plus que ça. Quand vous étiez là, si on vous avait dit le marché va remonter là, vous auriez dit bullshit, arrête, le marché revient là, je le revends. Voilà, bah, moi c'est à partir de là que je revends la Chine. Mais je suis toujours ancré dans un scénario, je pense que de toute façon, on ira inscrire un plus bas que ça prochainement. Mais voilà, donc c'était quand même assez particulier comme contexte hein, de dire les mecs ont tout payé comme si tout allait bien se passer. Maintenant, il faut que tout se passe bien. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il faut un deal, il faut que l'économie reparte et il ne faut pas que les signaux de ralentissement perdurent. C'est-à-dire qu'un PMI au-dessus de 50, attention, ça ne veut pas dire que demain on est reparti à 70. Hein. C'est clairement pas ça. Donc on se calme et faites attention avec le signal sur le Nikkei qui n'est pas franchement annonciateur d'une bonne chose. Et c'est surtout que je vous fais remarquer qu'on est toujours sur des schémas de 2 vagues ascendantes sur tous les indices. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours de l'A, B, C, partout sur tout le monde. Donc tout le monde se dit pour l'instant, c'est bien, on repart dans un schéma aussi, on va faire des vagues 3, 4, 5. Donc il n'y a pas de raison de vendre. Restez tranquille, restez bien positionné. Si ça cartouche la moindre résistance en daily, c'est terminé. Hein. Et tout le monde se projettera immédiatement sur un nouveau plus bas. Donc, je vous dis, la vague 5, dans une tendance, c'est toujours la vague qui va le plus fort au début. Parce qu'une fois qu'elle est le plus fort dans sa phase d'accélération. Vous avez la vague 3 qui décroche, d'accord, là où les stops se déclenchent, mais la vague 5, vous avez tous les suiveurs de tendance qui vont la suivre. C'est-à-dire que la vague 5, c'est très lent au début, très hésitant, puis il y a une phase complètement verticale, comme la 3, et à la fin, c'est là où on ralentit. D'accord. Donc il faut faire très attention à la typologie de la 5. Je vous dis, c'est souvent typique de ces trucs-là. C'est très accélérant, c'est des gaps haussiers, voilà. Ça vous donne l'idée que waouh, on y va fort et tout le monde est d'accord. C'est généralement là où il ne faut pas oublier que la vague 5, normalement, il faut la traiter contre le consensus à la fin. C'est-à-dire quand elle commence à maturer, c'est là où il faut commencer, pour les spéculateurs agressifs, à se positionner dans le sens inverse, pour prévenir le range. Je pense toujours qu'on va ranger sur les indices, mais que ces ranges vont se faire sur les zones de support. C'est-à-dire que pour moi, sur le Nikkei, c'est par là que c'est intéressant de trader à l'achat et pas où on est actuellement. À Shanghai, c'est la même chose. C'est de dire, ils font joujou, hein, d'accord, ils accélèrent, ils tentent des beaux mouvements haussiers. Mais je pense qu'à terme, c'est la même chose, retour vers là, et je pense qu'on ira enfoncer un petit peu légèrement sous les plus bas à Shanghai. Donc sur le S&P 500, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, moi je fais constater, donc on échoue sur la fourchette d'Andrews, j'espérais celle-là qu'elle tienne, voilà, et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre au-dessus. Par contre, je vous donne une chose, d'accord? Le futur, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'importe, c'est le cash. C'est-à-dire que si on fait zouzou ce matin en zone euro, mais que cet après-midi, on vient réouvrir là, la fourchette sur le cash, elle est toujours active. Donc, il faudra faire très, 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 très attention à ce que vous faites. Parce que pour moi, Wall Street, la semaine dernière, ça a clôturé avec un signal vendeur. Alors, le signal vendeur,
Encore une fois, c'était un vendredi soir, d'où la raison pour laquelle c'était pas franchement très malin de s'amuser à le prendre over week. Donc j'ai dit, j'ai pas eu de signaux, donc je fais rien. Je vais gentiment attendre que la semaine prochaine arrive, comme ça lundi on aura de nouvelles informations et on pourra traiter. Donc est-ce que ce matin j'ai envie d'acheter les indices? Carrément pas, non. Est-ce que j'ai envie de les vendre? Oui, mais est-ce que je vais le faire? Je vais attendre un petit peu que le DAX se calme. Mais je pense sincèrement que d'ici 15h30, ça y est, donc changement d'heure, on revient sur les horaires normales. Je pense sincèrement qu'on sera probablement en invalidation de ce gap et que Wall Street risque très franchement de rouvrir son cash sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire de revenir un peu plus par là, vers les 28,43. Moi, je pense que c'est par là qu'on va rouvrir sur le cash à Wall Street. Et si Wall Street vend, c'est là où... Voilà. Mais pourquoi Wall Street vendrait? Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on vendrait à Wall Street? Le PMI chinois est bon, les discussions commerciales se maintiennent, le Brexit, apparemment, le marché n'en a plus rien à foutre. Pourquoi ça vendrait? Mais en même temps, posez-vous la question, pourquoi ça montait avant? Il n'y avait aucune raison que ça monte. Donc en fait, il n'y a plus de raison pour rien. Wall Street, c'est de la volatilité pure, c'est-à-dire que on traite n'importe quoi, n'importe comment, et on s'en fout un peu. Donc aujourd'hui, pourquoi on chercherait à justifier un mouvement vendeur? Encore une fois, tout le monde court après les prix et tous ceux qui s'amusent à essayer de comprendre se font juste déchirer la tronche. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste se dire, si ça baisse, c'est logique, on était sous des résistances, tout va bien. Maintenant, même si les chiffres sont bons, ça peut tout à fait partir en contre-pied à Wall Street. Pour moi, ces tendances, encore une fois, sont toujours extrêmement folles. Mais d'un niveau de folie qui frise franchement des niveaux extrêmement dangereux. Je vois toujours les 5 vagues faites à Wall Street. C'est-à-dire, moi, il y avait cette zone d'hésitation où ici, on aurait bien mérité un petit pullback qu'on n'a pas eu. Merci Powell. Mais qui revient à dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois pas comment ici Wall Street réussira à casser son sommet. Alors, du coup, théoriquement, on serait dans un schéma vendeur. Je veux voir une impulsion baissière. Là, c'est bien une impulsion baissière. Normalement, je veux voir 2 vagues correctrices. Je vois bien 2 vagues correctrices. Ça veut dire qu'il ne faut pas se péter la tronche à Wall Street. Si on se pète la tronche, c'est une 3. Donc c'est le même schéma en fait que la semaine dernière. C'est juste que on vous arrache un peu la tronche parce qu'il y a un chiffre chinois qui n'est pas trop mauvais. Donc pour moi en swing, tout se joue ce lundi. Est-ce que ce gap on va le tenir? Est-ce que c'est un gap d'essoufflement ou très sincèrement on tente d'y aller et puis il n'y a pas le flux au final? Au pire justement les mecs s'extasient, ça se rachète et puis du coup forcément ça part dans l'autre sens parce que la smart money vend tout ça. C'est un peu le schéma à surveiller. Voilà. Maintenant, moi, j'ai plus de structure à Wall Street depuis un bon moment parce que ils font tellement n'importe quoi que c'est d'un illisible au possible. Alors, je vois quand même mes structures mes structures. Mais alors franchement, trouver des cycles là-dedans, faut vraiment être chaud parce que moi je comprends plus. Voilà, je sais pas ce que c'est que ce truc, je comprends pas, ça n'a aucune logique. Je cherche plus à comprendre de toute façon à ce stade-là. Je cherche que à gérer mes risques, savoir s'il est logique ou non de prendre sa perte à un moment donné sur ce type de marché-là, ou si tout simplement on fait joujou avant de se taper le cycle récessif, c'est-à-dire on tire ici, ah putain il y a plus de jus, et puis d'un coup boum on enfile. Et là je vous dis, pour moi l'enfilade c'est la matérialisation du sommet hebdomadaire qui pour l'instant donc ne tient pas. Et on va donc noter que la fin de semaine dernière, euphorique, est donc suivie d'un début de semaine complètement euphorisant parce que des datas positives arrivent. Après, tout un flot de data négatives, c'est-à-dire qu'on est monté sur des mauvaises données. Maintenant, on peut continuer de monter sur des bonnes données, mais ça me paraît quand même un petit peu trop unilatéral pour les structures de marché auxquelles je suis habitué d'être confronté. Donc en hebdo, moi je reste toujours très prudent. Je pense qu'au vu de ce qu'on a ici, il y a difficilement un nouveau sommet sur la partie future des indices américains. Même sur la partie des indices européens, j'ai plutôt l'impression effectivement que ça c'était des vagues 1, c'est-à-dire là on voit bien les schémas, voilà 1, 2, 3, 4, 5, pour moi ça c'est mature, ça n'a absolument pas consolidé, donc je pense que dans tous les cas, même si on devait aller plus haut sur des indices, ça va demander une consolidation dans la zone ici avant une accélération. Donc j'ai pas spécialement envie de déclencher des invalidations sur les scénarios pour l'instant, mais je veux voir à quoi ressemblent les prochaines vagues de baisse, c'est-à-dire est-ce que les vendeurs continuent de se faire massacrer à chaque fois qu'on arrive sur les supports, et dans ce cas-là, très sincèrement, il faudra se calmer, en tout cas pour ma part, sur la plupart des scénarios, voire réduire les leviers et attendre donc de nouvelles informations. Par contre, si je vois que ça commence à bien cartoucher au sud, et qu'en gros on fait effectivement des invalidations ce matin, c'est-à-dire on pousse et on fait des vagues 2, c'est-à-dire des schémas en 2 vagues, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir les structures en fait. Là on gap, c'est bien, ça donne un sentiment haussier, mais on voit bien les schémas, ça fait 2 vagues aussi, et on est toujours sous les résistances. Donc la question est de savoir quel est le mouvement majeur.
Voilà, ce qui me gêne un peu, c'est que là, j'aurais aimé avoir un mouvement un peu plus sensible que ce machin-là qui prend aussi un sentiment d'un peu de vague, quoi. On a un peu l'impression qu'on sait tellement plus quoi faire que bah, on n'arrive plus à installer la moindre tendance, ni haussière ni baissière. Tout est anesthésié très vite. Donc on va voir si c'est ça. Si le schéma, c'est de dire bah, on reste à plat jusqu'à ce qu'on puisse retrouver de bonnes nouvelles. Mais par contre, on reste avec un biais positif, c'est-à-dire qu'on reste ancré sous les résistances, et dans ce cas-là, bah, pour ma part, je pense qu'il faudra commencer à se diriger vers la sortie sur les scénarios américains par rapport au risque qui va augmenter, les rendements qui vont diminuer. Hein, c'est pas forcément de dire le scénario n'est plus bon, c'est juste de dire bah, là, à ce stade-là, des rendements à court terme, il y en a très peu, on ne peut pas gérer le risque, je suis fortement exposé, je commencerai à réduire la taille des positions. De préférence en gain, hein, mais en tout cas, je deviendrai beaucoup moins agressif sur les scénarios américains. Je reprendrai l'agressivité quand j'aurai des raisons de le faire. Mais pour l'instant, le marché ne m'envoie que les signaux sont unanimes. Ils me disent tous non, tu te calmes, Phil, c'est trop, c'est too much. Voilà, c'était beaucoup trop agressif. Même ça, hein, qui est un gros signal de baisse, ne produit absolument aucune réaction de prix. Même on s'offre donc un double bottom validé. Hein. C'est-à-dire que moi, en fin de semaine, je me disais, bon, c'est bien, ils vont nous tenir le coup jusqu'à la clôture, puis ça va larguer un peu sur le futur pour que la semaine prochaine, on reparte dans la partie basse. Non, non, voilà, ça paye, et puis bah, double bottom validé. Moi, je ne comprends pas. Hein. Encore une fois, il n'y a rien qui indique des bonnes choses par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on vient juste échouer ici hein Je vous rappelle, dans les années 2000, il y avait eu quand même ces phases-là de fort pullback. Eux, ils avaient travaillé 3 mois dans la zone. Voilà, est-ce que nous, on ne va pas faire pareil? Donc, se travailler le début avril ici pour au final terminer le mois un peu moins bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, effectivement, j'aimerais qu'on revienne tester la zone basse mensuelle sans casser le plus haut. C'est-à-dire j'aimerais bien qu'on échoue ici, qu'on revienne d'abord tester l'ouverture mensuelle, donc 27,80, repasser sous les 2008. Et normalement, si on fait ça, derrière, on va essayer de mettre à mal hein, la zone de faible volume ici, là, des 27,60. Donc notez bien ça. On va se la regarder en daily, puisque donc pour moi, pour les swings, là, pour les scénarios swing, je pense que c'est ça l'intérêt. C'est de dire, voilà, la bougie de Mars, elle est là. Ok. La clôture, encore une fois, se fait quand même magistralement au plus haut, hein, c'est-à-dire qu'on revient clôturer, alors pas au plus haut, mais on vient clôturer dans la partie haute. Donc c'est bonheur et euphorie à Wall Street encore et toujours. Mais voilà, soyez prudents. Pour moi, on est toujours sous les sommets historiques. Je pense que ça peut pousser encore un peu plus loin, histoire de casser les couilles à tout le monde. On voit bien la zone de break ici, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a que du stop loss. Et les mecs, ils ont vraiment envie d'y aller, hein, ça se voit. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est la grande question pour moi de ce début de semaine. C'est-à-dire, est-ce que dès le début du mois, on va tout de suite casser le plus haut mensuel pour garantir la tenue du plus bas? C'est la grande question. Ou est-ce qu'on échoue ici et on maintient un petit peu de mystère? Voilà, moi c'est plutôt ça que je favorise, le principe qui revient à dire on ne sait pas trop quand même, donc on ne va pas non plus y aller comme des gros teubés. Hein, donc notre ouverture mensuelle, elle est là. Voilà, je vais essayer d'aller la rechercher. Hop. Bon, les breakouts là pour l'instant on va oublier, hein, puisque ça n'a pas trop l'impression, enfin, ça n'a pas trop envie pour l'instant d'y aller. Donc ça, voilà, ici c'est les open mensuels. Voilà. Hop, c'est juste pour savoir qui est quoi. Hein. Voilà. Bon, bah, ouais, de toute façon, c'est quand même un truc de fou. C'est donc là, honnêtement, moi, je pense qu'on peut revenir tester ça. Si on le fait avec un double top, bah, sans problème, c'est l'ouverture du bottom derrière et on teste. Moi, je pense que ce mois-là, c'est le mois du test de qu'est-ce qui va se produire cet été. Est-ce que cet été, on va commencer à dégrader et à pricer plutôt l'inversion de la courbe de taux? Soit cet été, je dis, on sort de là, hein, on imprime ce truc-là, on revient là, ici ça passe, et on casse ça par le plus haut, et c'est l'ouverture du sommet historique pour cet été. Tout à fait possible, hein, voilà, mais moi je pense que le mouvement mensuel à prévoir le plus probable, c'est celui-là, c'est le retour au support et la décision ici. Voilà. Et ici on price. Soit ça tient, et dans ce cas-là, je pense qu'on peut repartir comme ça éventuellement derrière, mais normalement je devrais pouvoir gérer mes risques une nouvelle fois entre les deux. Soit tout simplement, on vient ici, ça tient pas, boum, on commence à valider, c'est-à-dire qu'on vient par là, pas nécessairement installer un nouveau plus bas, hein, attention à ça, mais de dire on tient un peu par là, on remonte et on se garde le choix pour la fin avril ou le début ou mai, où là normalement voilà. Attention, je vous rappelle qu'il y a le mois de mai, là, la fin du mois d'avril, où on a noté qu'il allait y avoir une grosse merdouille probablement sur la volatilité. Donc, si c'est ça l'objectif, on vient là, on se prend un premier pic de volat, ça remonte et on se prend ça. Voilà, moi je vous dis, dans ce cas-là, bah, si ici vous avez juste flippé, vous avez dit « Ah non, mais filles, il dit n'importe quoi, en fait, à chaque fois qu'il dit que ça va baisser, ça monte. » Voilà, si c'est le moment où vous décidez qu'au final,
il faut annuler le scénario parce que ça ne se passe pas comme prévu, et ben voilà. Si c'est ça qui se produit derrière, vous pourrez que vous en mordre les doigts derrière. Donc, gérez vos risques. Si vous avez choisi de vendre, je pense qu'il faut rester vendeur. Je pense qu'il faut tout simplement être correctement exposé pour que, à l'instant présent, là, il y ait un petit peu de flexibilité. Mais je ne pense pas sincèrement qu'on ait ce qu'il faille pour aller déborder le sommet mensuel. Qu'on ait envie de le faire, ça ne me surprend pas spécialement. Mais que ça soit fait, ça me surprend un petit peu plus. Voilà. Allez, on va faire un peu d'intraday pour terminer tout ça. Pardon, non, DXY. Voilà. Donc le dollar index, pour moi, c'est le scénario de la semaine. Donc normalement, chute sur le dollar. Et je veux voir comment vont réagir les indices par rapport à ça. Parce que, donc je vous rappelle, inversion de la courbe de taux et baisse de la devise. Normalement, c'est... Alors l'inversion de la courbe, voilà, ça on va en parler. Ce sera donc le thème de ce matin. Je le développerai pardon, un petit peu plus en détail là-dessus. Donc les fameuses corrélations, quand on vous dit par exemple que quand la devise monte, ça pénalise généralement l'indice par rapport à un facteur de change habituel et de valorisation, de pondération par rapport aux autres devises. Parce que vous rapatriez vos capitaux en dollars, donc si le dollar est trop fort, ben malheureusement, vous récupérez moins de capitaux qui proviennent de l'étranger. Donc ça joue un peu sur les profits. Donc en fait, en général, les entreprises se couvrent sur l'échange pour éviter ces risques-là. Donc un dollar trop fort, normalement, ça fait baisser les indices. Okay, et un dollar faible, normalement, ça fait monter les indices américains, puisque ça rend la devise attractive. Et évidemment, comme je dis, on rapatrie plus de gains en dollars quand ils proviennent de l'étranger. Comme la plupart des boîtes américaines sont toutes des multinationales, qui réalisent des profits dans tous les pays du monde, quand on rapatrie ces divers profits en dollars derrière, ça augmente effectivement la profitabilité de l'entreprise. Donc en général, on dit la baisse de la devise favorise la hausse des valorisations indicielles boursières. Et quand ça monte, voilà, quand ça reste acceptable, tout va bien. L'année dernière, et depuis 2 ans, je vous rappelle quand même que donc, le dollar, c'était magique. Quand ça baissait, ça faisait monter les indices. Quand ça montait, ça faisait monter les indices. Donc c'était le truc de dire tout est génial. Ça, pour moi, ça montre la fin d'une corrélation, la fin d'une ère, et donc la fin de quelque chose. Ça, plus évidemment les particuliers qui achetaient sur le sommet, et maintenant l'inversion de la courbe de taux. Moi, je vous maintiens ce que vous voulez. Je pense qu'on est en grosse fin de cycle et qu'on est même déjà le sommet historique. Donc normalement, ce que je veux voir maintenant, c'est la baisse de la devise, un bon signal baissier sur la devise qui fait baisser l'indice. Quand je verrai ça, là je vais me dire, oh putain, c'est là où ça pue, c'est là où effectivement on commence à pricer les mauvaises choses à plus long terme. C'est-à-dire qu'on enlève les œillères de court terme et on commence à regarder les implications un peu plus long terme. Et si vous voyez le dollar baisser avec les indices américains baisser, ça veut dire une chose, c'est qu'on prévoit des destructions de valeur en dollars, et là c'est autre chose. Ça veut dire effectivement qu'on commence à se projeter vers une récession. Donc ça, avec une courbe de taux inversée, là effectivement j'aurai le cocktail explosif pour une implosion des valos à Wall Street. C'est ce que je recherche, c'est les prochaines étapes, les prochains indices que je veux voir dans le pricing pour confirmer le fait qu'on a le sommet et tout simplement qu'on se dirige vers le carnage boursier. En tout cas, on va dire une crise financière. Ça ne veut pas dire que l'économie va s'effondrer et tout ça. Ça veut juste dire qu'il y a une crise financière, je pense, qui arrive. Et voir le dollar baisser en même temps que les capitalisations boursières américaines, c'est le prochain signal que je veux voir. Donc je surveille, mais donc pour moi, tout comme les indices s'euphorisent, d'accord, ici on a un plus bas et probablement des sommets plus bas également, avec la vente de la semaine dernière réalisée donc dans cette zone-là, qui va probablement entrer en validation au courant des semaines prochaines. Donc je surveille, pour l'instant c'est très très hésitant, mais la formation de ce sommet-là catalysera pour ma part des trades en breakout. Alors je vais être un peu moins exigeant sur le prix du breakout, vu que les marchés sont toujours très hésitants, mais on est bien donc dans la zone d'action, le dollar se replie, on est en train de construire un momentum baissier en daily. Voilà, bon, je vous dis juste ça comme ça, mais pour moi le dollar qui se casse la gueule, ça n'annoncera rien de bon pour les indices américains après de tels signaux. C'est-à-dire que le dollar, là pour l'instant c'est neutre, on fait tout pour sauver la mule. Mais si le dollar prend sa direction baissière, c'est-à-dire c'est la première fois depuis tout ce temps que le dollar va nous construire creux et sommet descendant avec une forte probabilité de breakout. Sur des UT plus faibles, mais sur des UT 4 heures, il y a des breakouts à réaliser. Et si on les réalise, encore une fois, je pense que cette fois, les indices risquent de ne pas en bénéficier, mais bien au contraire, avec une courbe de taux inversée. Je pense que la mécanique de corrélation s'est complètement inversée et que maintenant, tous les mouvements sur le dollar vont être pénalisants pour les indices. C'est-à-dire qu'en gros, ça va baisser, puis quand ça va remonter, parce qu'on va avoir des données américaines un peu plus contrastées, pas forcément toutes mauvaises, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, il va y avoir des bonnes statistiques américaines qui vont arriver, ça fera probablement remonter le dollar à court terme, vous aurez des pullbacks probablement sur l'euro, sur la GBP, sauf qu'à ce moment-là, théoriquement, ça fera encore plus baisser l'indice également.
Donc je pense que le principe est de dire maintenant le dollar baissier fera baisser les indices quoi qu'il arrive. C'est le mouvement swing que j'essaie de pricer. Donc encore une fois, moi j'ai toujours un coup d'avance, ce qui fait que ce n'est pas ce qui se produit maintenant, mais c'est ce que j'envisage qui va se produire dans les semaines à venir, un mouvement qui va se mettre en place. Et évidemment, bah voilà, moi là maintenant je suis bien positionné sur le dollar, malgré les mois de labeur et de dur labeur pour mettre en place ces positions spéculatives. Maintenant, c'est fait. Moi, je me prépare pour des breakouts sur le dollar. Malheureusement, c'est toujours l'attente pour la partie indicielle aux États-Unis. Donc, pour l'instant, patience. Est-ce qu'ils vont réussir donc à s'offrir ce sommet mensuel? C'est la grande question. Pour l'instant, d'un point de vue daily, rien ne les empêche de le faire, puisque ici, théoriquement, on a une nouvelle boîte sur ce trimestre qui nous permet d'aller jusqu'à 28,82 et normalement de déborder légèrement tout ça. Ok. Donc, faites attention. Je pense que, voilà, moi maintenant, là, mes stops à 28,80, si on vient déborder tout ça, là, je vais clairement pas, c'est-à-dire, je vais prendre une perte au moins partielle pour pouvoir remonter mes stops au-dessus de 28,80, puisque je pense maintenant que ces prix sont atteignables. Mais encore une fois, est-ce que c'est le sommet historique, 28,80? Non. Est-ce que ça voudrait dire on y va juste pour chasser des stops? Bah oui. Et je suis dans ce cas-là, moi, pour ma part, obligé d'en céder une partie. C'est-à-dire que je ne peux pas malheureusement tenir mes stops jusqu'à 28,80. C'était ma perte max, et je ne peux pas pousser à 28,87, 97 ou 28 ou 2900. Je ne peux pas pousser. Voilà. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc je suis obligé de toute façon, si on déborde le sommet, de prendre une perte partielle pour ma part à Wall Street. Après, on travaille toujours cette zone rouge. Donc encore une fois, ici, même si vous dites on est là, mais c'est tout ça, c'est tout près, et puis la porte est grande ouverte. Attention encore une fois, moi je vous dis, acheter les résistances, c'est l'erreur classique à ne pas faire. Par contre, des achats ici d'invalidation, c'est-à-dire des stops, des pertes, si vous êtes sur des pertes maximales, ça évidemment, il faut le faire. Voilà. Et je serais prêt à le faire pour ma part, c'était le scénario, c'était de dire, voilà, si j'ai pas le choix, que Wall Street me pousse à bout, il faudra que de toute façon je déclenche ces pertes, puisqu'elles étaient de toute façon envisagées, envisageables, et que pour l'instant, malheureusement, c'est plutôt ça qui est en train de se produire. Donc je surveille ce matin, on en parlera demain matin un peu plus en détail quand on aura vu la séance américaine du jour. Clôturée avec le cash, voilà, je veux voir déjà si on tient et qu'on ouvre le cash ici à Wall Street ou si le cash tout simplement revient à la baisse pour ouvrir un peu plus bas. Et en gros c'était un peu le pétard chinois de début de semaine et puis ça ne tient pas. Pour l'instant, attention, la séance chinoise n'est pas encore tout à fait terminée. Et vous dites, ça peut très bien, voilà, ce type de gap, en général, on tient quand même une clôture, histoire d'eux. Donc je m'attends quand même à ce qu'aujourd'hui, on clôture pas trop mal pour la partie chinoise. Mais par contre, attention, si Wall Street invalide demain, tout le monde il se retrouve là. Et voilà. Donc, toujours prudence. La UDNZD sur le Forex, bon, no comment, les clôtures hebdomadaires ont été tenues. Je pense qu'il n'y a aucune raison de flipper sur ces marchés-là. On travaille une zone de faible volume ici. Je pense qu'une fois cédé, je pense qu'on va travailler dans cette zone-là. Je ne vois pas ici une zone de breakout, je vois au contraire une zone à franchir. Moi, le range, il se situe là. C'est-à-dire que je pense qu'ici, c'est une zone d'accélération pour venir chercher cette zone-là qui est plus résistante pour moi, la zone des 1,06. Donc je pense que la UDNZD se dirige gentiment mais sûrement vers ces zones de prix. Donc le yen, allez, on va regarder parce que c'est lui qui m'intéresse le plus sur la semaine qui vient. Voilà, donc le yen index, on voit bien même chose, comme sur les indices, c'est phase d'accélération, une première vague de baisse et une deuxième qui se termine, donc je cherche la reprise haussière du yen. Mais vous voyez, ce que je trouve dingue, c'est que en fait, tout ce qui pénalise les indices, c'est ce que je disais à Pascal la semaine dernière, c'est dingue, c'est lent, c'est chiant, c'est piégeux, on va casser tous les niveaux. Par contre, tout ce qui est en faveur des hausses indicielles, là par contre, ça réagit tout de suite. C'est-à-dire un support sur un indice, hop, on paye tout de suite, on ne cherche pas à comprendre, on verra après, on paye et on gérera le risque. Par contre, les achats de yens, c'est l'enfer, on ne nous laisse jamais gérer le risque. Pareil, si vous jouez des achats d'actifs risqués, ça ne procure aucun rendement. Voilà. Le principe revient à dire aujourd'hui, mais regardez les voisins, ils font tous du rendement quand ils prennent du risque. Et vous, dès que vous allez sur des actifs non risqués, c'est la merde, c'est chiant, voire même vous prenez des pertes. Donc c'est de dire, mais prenez du risque, nom de Dieu. Le message est clairement envoyé pour dire, il n'y a pas de problème, prenez du risque. Les banques centrales tiennent le marché et elles ne lâcheront rien. Voilà, moi je vous dis juste, vous faites ce que vous voulez, ce qu'on a vu l'année dernière, beaucoup l'ont oublié, mais il y a quand même il y a eu une défiance totale de la Fed l'année dernière, et maintenant, ça y est, la Fed c'est de nouveau devenu le meilleur copain du marché. Je pense sincèrement pas que ce soit la réalité. Donc faites très attention à tout ça. On est dans une phase
où normalement le marché a une mémoire. C'est-à-dire que quand on est sur ces zones-là, le marché se souvient, sauf qu'ici, effectivement, on a une mémoire très très sélective qui revient à dire on se rappelle surtout bien des tendances haussières de court terme, par contre, on se rappelle un peu moins bien de ce qui s'est passé il y a 6 mois, on ne se rappelle pas trop bien non plus des niveaux de profitabilité des entreprises il y a 6 mois, qu'on a quand même divisé la croissance par deux, que ça va se voir sur les résultats, mais qu'on price toujours the best. Donc il faut faire très attention. Hein. La saison de résultats qui arrive, elle va s'annoncer assez punchy. Il va y avoir des bonnes nouvelles, mais il va y avoir beaucoup plus de mauvaises nouvelles qu'avant. Hein. C'est ça qu'il faut. Avant, c'était tout le panier qui était positif. Là, il va y avoir clairement des bonnes nouvelles. Il y en aura aussi de très mauvaises, je pense. Voilà. Je surveille Apple, donc parce que là, je me demande hein, si ça c'était la 4, la 5, et si Apple nous fait son pullback, c'est-à-dire le A, B, C, et puis ici on reshoot, ou si ça c'était qu'une 4, et si Apple va chercher un peu plus haut, donc dans la grosse zone de résistance, il va chercher par exemple les 205. J'ai toujours la moitié de ma position disponible ici pour vendre. Hein. Je rappelle, j'avais vendu et sorti 50%. Parce que ça me plaisait pas trop. Donc j'ai toujours 50% à exécuter sur Apple. Je me demande si on a déjà fait le sommet ou si on va aller le faire un peu plus haut. Je surveille donc au courant de la semaine. Microsoft et tout ça, hein, pas eu d'avalement baissier hebdomadaire la semaine passée. Donc évidemment, hors de question de se positionner sur ces trucs-là. Je ne reprends Microsoft et Visa que lorsqu'ils font un avalement baissier hebdomadaire clôturé. Hein, donc là, attention, on peut très bien être cette semaine. C'est pas parce qu'on a fait ça la semaine dernière et qu'on va essayer de s'euphoriser un peu au début de la semaine qu'on va pas finir ici. Hein. Rien n'est gagné. Et je vous dis une chose, le seul moment, la prochaine fois que le marché donne un signal de vente hebdomadaire, c'est juste game over pour les prochains trimestres. Donc on sait que c'est ça le risque. Donc le marché ne veut absolument pas montrer le moindre signe de faiblesse. Donc, vous avez compris, le marché ne peut pas baisser parce que s'il baisse, il ne pourra pas remonter. Donc c'est un peu ça la thématique du moment. Faites très attention. Ça reste spéculatif de penser que le marché va le faire, c'est-à-dire va se retourner et que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche. Par contre, voilà, si ça ne se produit pas, bah, c'est une perte parce qu'on aura anticipé un truc qui ne se produira pas. Je surveille l'USD-Yen en ce début de semaine également sur les Forex, puisque là, même chose, on vient chercher des niveaux de retracement. Pareil, hein, voilà, un truc comme ça, vous le faites sur les indices, c'est-à-dire, regardez, on inverse sur l'actif risqué, vous avez ça sur les indices ils auraient tous payé ici, parce que overlap, et voilà. Mais le USD-Yen, vous comprenez, c'est un actif risqué, enfin qui matérialise le risque. Ah non, on va quand même emmerder un peu les acheteurs, on va d'abord les pousser un petit peu, et bon voilà. Je pense qu'on est quand même toujours vendeur sur l'USD-Yen. Pour ma part, ça me semble clairement le thème de la semaine, à dire, bon bah voilà, ici, on a bien terminé le merdier, on a tout ce qu'il faut, on est bien sur les supports, ça tente 2, et normalement ici, toute réactivation haussière, pour ma part, sera un signal d'achat. Donc là, je vais mettre des obliques, puisque bah, le marché a envie de traiter les tendances, donc je ne vais pas lutter contre ça, hein, mais le principe revient à dire, bah, pour l'instant, les mecs, ils veulent juste tout faire pour fermer toutes les portes sur le risque, donc attention à ne pas être le dindon de la farce, c'est-à-dire celui qui se met à anticiper le risque qui n'arrive pas. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, hein, mais évidemment, il faut le faire avec des leviers spéculatifs. C'est-à-dire que je spécule que le risque va revenir brutal dans le marché pour les raisons que vous connaissez, la cyclicité sur le VIX, l'inversion de la courbe de taux. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles que moi, évidemment, je ne prends pas en compte, puisque moi, je m'en fous des bonnes nouvelles. Hein, mais bon, le chiffre chinois, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, les acheteurs essaient d'en tirer tout le profit possible. On verra si ça peut durer. Voilà. Moi, je veux casser ça. Là, évidemment, dès qu'on sort de ce truc-là, moi, ça m'intéressera pour renforcer le yen. En tendance, hein, c'est-à-dire qu'on a des creux et sommets ascendants, donc il y a toutes les raisons pour y aller. Voilà. Tac. Donc moi, pour moi, une sortie de ça, hein, c'est donc normalement l'installation d'un nouveau sommet derrière. Et la grande question, donc on revient chercher les overlaps. Hein. Donc ça, je vous ai signalé. Et je vous signale également, regardez la durée des vagues, hein, c'est-à-dire ici, la durée de la vague par rapport à la vague haussière. Pour moi, là, on n'est pas sur une vague étendue, hein, ici. Donc le principe revient à dire, si on fait ça et qu'on a un overlap, c'est que la vague 5 sera étendue. Hein. Donc s'il y a bien tendance haussière, baissière sur l'USD-Yen, la structure, on l'a maintenant. La structure, c'est un overlap. Et la structure, c'est qu'ici, normalement, ça va accélérer fort. Hein. On voit bien les schémas de tendance. Là, on n'est pas sur de la baissée. Hein. On est sur du 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui nous attend. Mais normalement, pardon, pas comme ça. Mais normalement, donc, étendu. C'est-à-dire qu'ici, c'est 1, 2, 3, 4. Et normalement, dans une vague 5 étendue, c'est la sous-vague 5 de la vague 5 qui est étendue et qui fait un V-bottom. OK ? Donc à surveiller. En plus, on a donc ce précédent creux ici qu'on doit normalement revenir coter. Hein. Ça, normalement, on doit revenir le chercher, voire l'enfoncer. C'est-à-dire qu'ici, la vague 5, encore une fois, elle peut très bien se faire complètement en panique boursière ici. Il n'y a pas de limite, hein, encore une fois. Dans les vagues étendues, on va chercher des zones de prix
Donc je maintiens que le SDN, c'est des scénarios qu'il faut avoir en portefeuille pour les portefeuilles spéculatifs. Pour les portefeuilles tendanciels, ben non, pas encore. Je pense qu'on se prépare vers ces tendances, mais il faut matérialiser ce sommet. Les stops et d'invalidation sont toujours là pour ma part. Je pense qu'on n'a aucune chance d'aller là-haut. Si on y va, clairement, c'est invalidant pour ma part. Et si Wall Street va au sommet historique, le SDN ira là. Ça, c'est clair et net. Voilà. Sur le VIX, bah pareil, moi je reste à l'achat sur cette expiration mensuelle. Je ne vois absolument pas ce qui nous permet d'imaginer quoi que ce soit d'euphorisant. On est sur les supports de tendance haussière avec des creux ascendants. Je pense sans problème qu'ici on retrouve un schéma haussier. Celui qui donc normalement devrait nous approcher un petit peu de la zone des 18-20, là où je pense que normalement on doit déborder cette zone-là. Ou alors le triangle, c'est-à-dire on comprime tout à Wall Street, mais tout se passe bien, et voilà. Mais par contre, attention, la prochaine séance, je vous dis, elle sera probablement beaucoup plus punchy. Ça pourrait prendre cette forme de triangle à Wall Street, c'est ce que ça semblerait suggérer, puisque pour l'instant, moi je ne vois pas de forme d'imposition d'un camp plus que l'autre. Ça a plutôt l'impression que ça fait ping-pong un peu entre les deux, et qu'ici on joue avec le support sur le VIX. On va probablement ouvrir sur les supports cet après-midi, donc sur la zone des 13,4. Ça risque de payer, et la question c'est donc de voir est-ce qu'on va freiner une nouvelle fois vers la zone des 16,17. Et dans ce cas-là, je vous dis, c'est compression du S&P 500. Ce sera ni haussier ni baissier, mais ça revient à dire, voilà, dans ce cas-là, on reste là et on fait joujou avec le S&P, mais on reste ici. Voilà, on reste là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et on hésite. Moi, c'est ce qui me semble théoriquement le plus normal, puisqu'ici, on doit hésiter. Donc ça doit soit se montrer par de la volatilité, mais la volatilité doit s'exprimer dans les deux sens, c'est-à-dire on ne peut pas comprimer la volatilité comme on l'a fait avant, sans que les prix derrière explosent avec des consolidations brutales. Donc c'est de miser sur un énorme pic volatile. Sinon, je dois voir la volatilité se comprimer, mais je dois voir les prix le faire aussi. C'est-à-dire que la volatilité formait un triangle, mais pas les prix continuer de monter comme des teubés. Ça doit montrer l'hésitation sur les prix et pas, au contraire, l'aspiration haussière continue qu'on a donc pour l'instant. Donc à surveiller tout ça, la stratégie donc VIX en triangle et peut-être les indices américains en consolidation proche des supports et des résistances. Mais moi normalement on ne doit pas casser ça. Voilà. Ça pour moi c'était vraiment une impulsion baissière qui faisait suite à la Fed. Je ne comprends vraiment pas ce qu'on fout là. Après on le fait donc sur les marchés futurs. Donc pour les volumes américains c'est juste absolument le néant à cette heure-là. Et la session européenne qu'on fait ce matin et la session asiatique, ça représente que dalle par rapport au volume boursier américain. En 15 minutes d'ouverture à 2 cash, ils nous auront exécuté tout le volume exécuté pendant le début de... Ils auront exécuté plus de volume que tout ça. Voilà. Donc vraiment beaucoup de prudence. Moi je note toujours donc ce niveau-là pour les niveaux techniques à surveiller qui ont un lien avec les prix, d'accord, ce niveau-là, donc le niveau, le POC de la Fed, d'accord, si on évolue au-dessus, c'est-à-dire que la dernière réunion de la Fed est considérée comme étant euphorisante, en dessous, moins. Donc, moi, je pense toujours que ici, c'est la zone où ça vend, quoi. Mais normalement, on n'aurait même pas dû passer au-dessus. Bon, on passe au-dessus parce que ça s'euphorise un peu ce matin sur la zone européenne. Ou c'est pas mal d'ailleurs, ça tient le gap. Donc pour l'instant, ils sont chauds en Europe. On est sur du 61-76 de retracement, donc on est typique dans les zones de vague 2. Donc là, on est dans les zones de vente, en débordement des contextes. Normalement, ici, il est hors de question d'acheter en horaire sur le DAX. Normalement, ici, vous cherchez vos ventes et même vous les cherchez normalement proche du canal là. Voilà, qui revient à dire normalement on est supposé prendre ça et ça. Voilà, donc on tente les accélérations, mais j'ai pas franchement l'impression qu'on y soit. Alors normalement, voilà, comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ça la thématique qui revient donc à dire on essaie d'arracher un peu sur la zone européenne, mais pour l'instant, ça reste deux vagues de hausse. Soit ça, c'est une vague 3, mais bon, moi, je ne suis pas spécialement emballé par ce schéma-là. Soit tout simplement, les vagues se sont terminées là, on a bien cassé les supports, ce sont ça, les vagues impulsives à la baisse. Et normalement, ici, on n'est que dans un retracement où typiquement, on vend la vague 2 en retracement 61-76,4. Donc surveillez ça comme étant la zone de vente du DAX. Moi, je pense que c'est ça qui domine. Et donc laissez ces mouvements s'épuiser. Moi, je serais plutôt vendeur de DAX, mais il faut attendre évidemment que ce gap haussier s'épuise et puis qu'on revienne le clôturer. Donc typiquement, comme je vous dis, en gap d'essoufflement, c'est-à-dire ça tente ici d'accélérer, on ne trouve pas le flux haussier et les bears commencent à reprendre la main avec donc cette fois des sommets et des creux descendants. Voilà, c'est de dire là, on reprendrait un schéma de creux descendant en 4 heures et en daily qui permettront, d'ailleurs ça c'est pas très enjoueux, voilà, qui permettrait donc normalement de revenir chercher les supports et les différentes dégradations baissières que j'anticipais. Donc à suivre au courant de la semaine, est-ce que c'est ma semaine d'invalidation? C'est possible. J'aimerais voir en tout cas des vendeurs toujours dans ce marché et pas des vendeurs qui attendent inexorablement qu'un signal de prix arrive. Parce que ça, les acheteurs en profitent, on l'a très bien compris.
Et qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, l'eurodoll, voilà, parce que donc on a traité le yen, on a traité le dollar. Donc pour moi, dollar baissier, yen sur support. La grande question donc de l'euro. Qu'est-ce qu'on fait avec l'euro? Bah voilà, moi j'ai acheté là la semaine dernière et je pense que de toute façon, l'euro, malheureusement, c'est illisible. C'est la merde. Je pense que c'est la devise la plus illisible qui existe. Même chose que GBP, mais je pense que tout simplement c'est la valeur relative dollar qui va l'emporter. C'est-à-dire que même si l'euro semble faible et en danger, bah, je pense que le dollar l'est encore plus, ce qui fait que quoi qu'il arrive, le dollar baissant tellement fort, l'euro va s'apprécier par rapport à cette devise dans un premier temps. Et je pense que pour sortir de ce range, c'est pas l'euro qui drive les mouvements, mais plus le dollar. Voilà. Donc je suis en fait les schémas que je traite sur le DXY, je les suis malgré tout sur l'euro-dollar et sur GBP-USD. Donc je pense qu'il y a des breakouts à venir hein, sur le GBP, pareil. Je pense que ça va remonter et puis breaker, tout comme je pense que sur l'euro-dollar, on va matérialiser un support ici, avoir enfin des creux ascendants. Hein. C'est-à-dire la dernière fois que j'ai tenté des breakouts sur l'euro, c'était là. On voit que depuis, hein, même malgré cet échec-là, les bears n'ont pas vraiment réussi à installer quoi que ce soit. Je pense que cette fois, en fait, même si on attaque dans le même type de contexte, c'est-à-dire c'est très faible, très hésitant, je pense que cette fois, on a quand même beaucoup plus de chances de passer, de par tout simplement les échecs vendeurs. C'est-à-dire que là, les vendeurs, ils avaient mis la porte ouverte pour nous arracher la gueule jusque sous les 1,11, ils n'y arrivent pas. Et on échoue pile poil sur ce 61% de retracement, qui était quand même le truc de dire ah, on peut essayer d'aller titiller par là. On l'a fait, et ici, ce que je vois, c'est des acheteurs qui se positionnent. Et donc là, on a un peu la bonne vieille bataille, hein, c'est-à-dire la bataille BCE, la bataille Fed, et ça hésite entre les deux. La grande question, qui va l'emporter? Moi, je pense que encore et toujours, c'est la masse monétaire en dollars qui gère tout pour l'instant. C'est eux qui ont pricé le meilleur, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, si jamais le pire se dirige, si jamais c'est le pire vers lequel on se dirige, c'est-à-dire la récession, c'est là-bas que les valeurs seront le plus détruites. Hein. C'est-à-dire que si on est à l'aube d'une récession, normalement l'inversion de la courbe de taux, on l'a dit la semaine dernière, c'est selon les contextes, c'est entre 3 et 12 mois pour la récession économique. Hein, d'accord. Donc si on imagine que dans 3 à 12 mois on est en récession économique aux US, alors qu'ils ont un PER de 24 sur le S&P 500, une récession, ça descend les PER à 8 et des trucs comme ça. Hein. Donc passer de 24 à 8 sur les PER du S&P 500, voilà, vous imaginez ce que ça donne en termes de chute de prix et donc de destruction de valorisation en dollars. Hein, vous prenez les 27 trillions de dollars du S&P 500, vous lui faites perdre 40%, vous regardez combien de trillions de dollars vous allez détruire. Hein, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, les valorisations boursières n'ont de valeur que lorsqu'elles sont échangées en dollars. C'est-à-dire que si vous avez des actions d'Apple, bah, en fait c'est des actions d'Apple que vous avez, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'argent quand vous avez échangé vos actions contre de l'argent. Voilà. Donc attention à faire très attention à ça. La capitalisation boursière en dollars, elle n'existe que si les gens revendent tous leurs actions. Évidemment ça n'arrive pas, donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une valeur intrinsèque dans le marché actions, puisque tout le monde ne va pas se débarrasser de toutes ses actions en même temps. Hein, voilà. Donc le principe, toujours pareil, prenez les moyennes pour avoir un sentiment, et surtout normalement donc on prend ce qu'on appelle les VWAP. Normalement elles doivent y être, hein, les volume weighted. Voilà, les VWAP. D'ailleurs, on va les utiliser un peu plus souvent les VWAP parce que c'est vrai qu'en ce moment les structures de prix sont quand même extrêmement piégeuses et je trouve ça extrêmement dangereux. Ah bah là il n'y a pas de, oui, il donne pas le volume sur l'eurodoll. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi j'ai pas le volume. Ah bon, regarde, si on regarde le S&P 500, donc on va voir là, on va avoir les volumes. And support the resolution, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, ils font les VWAP en intraday. Bon, alors ça c'est un peu emmerdant. Ok. Sinon on va faire volume weighted, volume average. On va utiliser les moyennes mobiles au prix, enfin pardon, au volume. 200, pas 2000. Voilà. Hein, c'est de dire, là, il n'y a pas quand même de quoi s'euphoriser. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, la valeur moyenne d'un S&P 500, elle est là. Je laisse quand même apprécier le truc. C'est la première fois hein, que on commence sérieusement à dégrader. Même là, à l'époque, hein, ça n'avait pas fonctionné. Tiens, d'ailleurs, je vais vous marquer un autre truc. Parce que je l'ai remarqué la semaine dernière, je voulais le poster hein, sur Twitter, donc je me dis je vais vous le sortir là maintenant. On va remettre nos potes là, les 250 là, donc nos amis du Golden Cross là, juste pour vous montrer qu'un Golden Cross c'est pas le truc à payer, hein, parce que évidemment ça vous allez en entendre parler toute la semaine du Golden Cross, et je préfère vous préparer à pas vous faire bourrer le mou avec ce genre de conneries. Hop.
close. Aïe, aïe, aïe. Viens là, coquine. Voilà. Allez, merci. Donc, 200. Close. Voilà. Donc le Golden Cross, hein, donc le truc où vous dites waouh, ça y est, les actions c'est haussier. Voilà, je vous laisse apprécier le Golden Cross ici, si vous l'aviez payé, ce que ça vous aurait donné sur le compte. Hein, c'est-à-dire que si vous étiez amusé ici à l'époque, même chose, hein, de vous dire waouh, mais c'est trop fort. Voilà. Et en plus d'ailleurs, ça me fait marrer parce que le contexte est un peu similaire. C'est-à-dire qu'on vous joue le coup du tout va bien se passer. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, ici à l'époque, là, il ne fallait pas être supra-acheteur. Hein. C'était un peu le même schéma que j'avais fait à l'époque. C'est-à-dire que là, c'était vendeur, j'avais encaissé, j'avais pris des petits trades contre tendance, mais tout petits, histoire de jouer des rebonds, mais j'avais clairement pas anticipé le rebond du marché jusque-là. Hein. Voilà. Puisqu'à ce stade-là, je pensais acheter, mais je voulais acheter une consolidation. Par contre, ici, je n'ai pas hésité à supporter les prix à l'achat, et fortement. C'est-à-dire là, à trader contre le consensus qui était complètement bear. Ici, tout le monde était baissier. Hein. Mais le principe est de dire, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le même schéma. Tiens, d'ailleurs, on va aller s'amuser, on va garder l'exemple du S&P 500. Combien il nous avait retracé l'année dernière, en 2015, je me souviens plus. Mais je me souviens, pareil, que ça, c'était d'une folie furieuse sur les prix, c'était quand même complètement dingue. Ici, ils nous avaient fait un bon... Ah oui, quand même, hein, ils n'avaient pas fait semblant. On va aller chercher la valeur réelle. Hop... Rester comme ça. Donc ils avaient retracé, je pense, 90% là, facile. Ouais, même plus. Hein. Voilà. Donc vous voyez, à l'époque, c'était dingue, hein, ça vous paraissait fou. Puis quand on était là, pourquoi on n'allait pas au sommet historique hein. Bah non, ils n'y sont pas allés, non. Non, non. Par contre, on a passé un temps fou ici à ranger, avant de se recoller la cartouche. Mais quand vous étiez là, est-ce que vous voulez acheter le marché ou vous voulez le vendre? C'est quoi qui procure le plus de gains? C'est la vente. Voilà. Donc pour moi, c'est toujours ici la zone, il faut vendre sur Wall Street. Hein. Il ne faut pas chercher à se compliquer. Voilà, on est à 92,5. Je pense, donc 80 par là, hein, voilà. Donc le sommet, c'était retracé 92%, mais 92%, ça ne veut pas dire qu'on franchit le sommet. Hein. Voilà. Et donc effectivement, Golden Cross, et derrière, boum, cartouchage. Le truc, c'est qu'ici, encore une fois, quoi qu'il se passait, d'accord, il y avait beaucoup de choses à être... Le cycle économique n'était pas mature. Pour moi, ça, ce n'était pas un sommet de marché à vendre pour une récession. Par contre, celui-là, c'est un vendeur, enfin, c'est un sommet potentiel pour vendre à une fin de cycle, donc une récession. Donc là, la question revient à dire... Autant la première phase de baisse là-bas, je vous dis, celle-là on peut l'acheter aussi pour jouer les pullbacks, et on peut même là aussi retracer 92%, il n'y a pas de souci, ça nous ramènerait par là, et pour autant on n'ira pas chercher le sommet historique, et derrière la résultante sera la même. C'est-à-dire, moi je ne peux pas maîtriser le timing, je ne peux pas non plus dire c'est sur ce prix-là qu'on va se retourner. Mais maintenant je peux vous dire, normalement avec l'inversion de la courbe de taux, je ne vois pas comment on peut venir chercher le sommet historique. Donc, normalement, c'est là qu'il faudrait mettre les stops. Problème, comme moi j'ai commencé à vendre beaucoup plus bas, je ne vais pas pouvoir me permettre ce genre de truc sans prendre une perte entre les deux. Okay. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que là je vais probablement être obligé de prendre des pertes parce que je vends depuis beaucoup trop tôt. Je vous rappelle quand même que je vendais une tendance, et je vous l'ai souvent dit, la perte la plus grosse dans un marché, c'est quand vous vous trompez de contexte, mais à l'opposé. C'est-à-dire moi j'ai pris mes premiers trades en tendance, il n'y a pas eu de tendance, mais il n'y a même pas eu de formation du range. C'est-à-dire que là en fait Wall Street c'est le seul contexte dans lequel il pouvait me racler mon argent. C'est-à-dire qu'il fallait me faire penser à une tendance, et pour moi ça c'était tout sauf un range, ça prenait une forme de tendance, sauf qu'il faut avorter la tendance et ne laisser aucune consolidation pour que je puisse même pas gérer mon risque. Et là dans ce cas-là, Wall Street me pètera ma perte maximale. Voilà. Donc je ne sais pas encore une fois, hein, mais c'est probablement comme ça que ça peut se produire comme ça en tout cas. C'est-à-dire Wall Street continue de me racler par là, sauf que je ne peux pas tenir 2009 en perte. Je serai obligé de sortir et je re-rentrerai plus tard. Voilà, il faut bien comprendre que si je sors, je n'abandonne pas le scénario. Juste, les timings ici ne me permettent plus de tenir les positions. Je serai obligé d'attendre des validations de prix derrière pour reprendre les ventes à Wall Street. Ça me fera chier, hein, clairement. Parce que vu la quantité de risques que j'ai pris, si je dois la prendre pour me prendre juste la perte, ça me fera mal au cul. Hein, mais bon, c'est comme ça. Mais je récupérerai tout ça évidemment dans la phase de baisse. Hein. Ça baissera de toute façon à Wall Street tôt ou tard et je serai dedans. Le seul truc, c'est que je préférerais y être avec le levier que j'ai maintenant, qui me fera beaucoup de gains, que si je me fais cartoucher ici, la prochaine fois que je revends, je vais devoir revendre tout petit. Et du coup, je vais prendre des gains beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais quoi qu'il arrive, dans le tableau final, j'aurai toujours piqué de l'argent à Wall Street. C'est juste de dire, je préférerais que ça baisse maintenant pour que je puisse avoir un peu plus et tout simplement être payé pour le risque que j'ai pris. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce sera comme ça. Voilà, pardon. Et donc, ce que j'ai dit ici, un peu le même schéma, hein, c'est-à-dire ça remonte, on est chaud, mais au final, probablement ici des oscillations, et puis ça va rebaisser. La différence, c'est qu'ici, il ne faudra pas acheter cette fois.
On n'est pas sur des schémas où il faut acheter, d'accord? Là, la courbe de taux sera inversée. Là, ce sera le carnage boursier à venir derrière. C'est-à-dire, ça viendra ici. Il y en a qui vont vous jouer le même truc, hein. C'est-à-dire qu'ici, ils vont quand même gérer le risque. C'est pour ça que j'ai dit qu'ici, il faudra quand même prendre des profits. Sauf que normalement, ici, ça fait ça derrière. Voilà. C'est ça le problème. C'est de dire que là, normalement, c'est pas le même contexte que ça. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir retracé aussi fortement. Mais on le fait, voilà. Bon, je dois le constater. C'est là, c'est en face de moi, c'est sur les prix. Mais il faut être conscient que tout ce que vous achetez là, c'est très 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 dangereux, parce que le risque c'est ça derrière, hein, voilà. Moi je sais que vous êtes maintenant, c'est bon, vous êtes formé, vous avez compris, c'est-à-dire que même si vous jouez un scénario haussier, vous vous ferez stopper là, tout ira bien. Là où c'est problématique, je vous dis, c'est tous les gens qui aujourd'hui achètent avec une vision sur le sommet historique, et quand on va être là, qu'on va commencer à baisser, ils vont dire c'est pas grave, voilà, et en fait ils ne prendront leur perte que là, c'est-à-dire que les gens vont acheter là, mettre leur stop là pour viser ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout une stratégie de trading viable, pire que ça en plus, ils vont se faire chausser les stops, c'est-à-dire qu'ici ils vont prendre un risque colossal juste pour se faire péter en quelques jours. Parce qu'une fois qu'on se renverse, là, venir chercher le support, c'est immédiat, hein. Il n'y aura aucune liquidité ici. Ce fait que très probablement, dès que ça baisse, c'est direct le support. Voilà, allez, on surveille, je vous ai dit la totale. Donc en intraday, pour ma part, toujours rien à faire. À Wall Street, ça ne veut pas baisser. On va voir donc pour l'instant si cette oblique-là tient les prix ou non. D'un point de vue graphique, je ne vois pas comment on peut s'affranchir de cette oblique comme ça. Mais bon, j'ai tellement eu tort ces derniers temps que je ne serais pas surpris de voir les prix encore faire un truc complètement irrationnel. Enfin, c'est pas irrationnel, mais c'est rare, d'accord? Pour le moment, on est dans la phase où en fait, ce qu'on fait, c'est ce que j'appelle le odd market. Ceux qui suivent depuis un moment le voient, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on ne respecte plus aucun schéma technique de moyen terme, puisque le moyen terme, c'est pas bon, ça nous fait pas plaisir de voir ça. Donc, par contre, on respecte des schémas techniques à court terme qui sont complètement épuisés, mais qui reviennent à dire, voilà, un double bottom, ah bah allez, ça par contre, on va le valider, on va le pricer. Oui, mais encore une fois, dans un contexte comme ça, ce genre de double bottom, on ne les paye pas. Mais là, ici, oui, parce que, bah voilà. Donc en fait, on choisit de pondérer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché très technique, c'est plus un marché, comme je vous dis, extrêmement psychologique. C'est la guerre des nerfs, quoi. Voilà. Donc on est toujours donc, dans cette guerre des nerfs à Wall Street. La technicité la semaine dernière, malgré de forts signaux de faiblesse, ne montre absolument aucune faiblesse. Et là, ils ont envie de nous installer donc un schéma de vague 3, c'est de dire, bah ça, ah non, 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 ça c'était un schéma haussier, voilà. Et on est en train de préparer un truc comme ça. Voilà ce que Wall Street est en train de nous donner, quoi. C'est de dire, là, si je veux aller chercher 2009, je peux le faire. Voilà, il suffit que ici je t'enfle la gueule et que je continue à racler. C'est ce qui est vendu ici. Le canal horaire, encore une fois, n'a toujours pas été retourné. Hein. Donc attention à ce que ce ne soit pas ça le schéma de marché. Moi, ça me semble complètement fou et tiré par les cheveux. Hein, parce qu'encore une fois, c'est tellement mature ce signal-là. Hein, c'est-à-dire que voilà, cette tendance haussière-là, elle est complètement folle. C'est de la folie furieuse. Mais je suis obligé de constater que pour l'instant, c'est ça que les gens price, puisqu'ici, on n'a pas réussi à retourner la tendance. Alors, est-ce que c'est pour cette semaine? C'est-à-dire, bah, mais si on échoue ici, hein, même si c'est vraiment, on est allé très très haut, très proche d'eux et compagnie, là, il suffit de revenir ici et le contexte horaire sera cassé. Et on aura fait le ABC. Hein. Le principe de ABC, c'est juste que normalement, il ne faut pas casser le sommet. Bon, ce qui me merde un peu, c'est ces gaps qui laissent effectivement un doute planer, le doute de, ici, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arracher la gueule par des acheteurs? Voilà. Je ne sais pas, moi j'y crois pas. Allez, bref, je vous laisse là, ça fait 1 heure d'émission, je pense que de toute façon vous avez largement compris le principe. Donc c'est de voir si tout simplement les mouvements qu'on initie en ce début de semaine sont des mouvements qui vont s'étouffer dans l'œuf et retourner très rapidement chercher les sommets, les creux. Et dans ce cas-là, bah, après cette tentative de double bottom, on va former un double top. Hein. Et là, effectivement, la validation du double top, je dis pour moi, c'est de traiter cette zone et de voir comment on réagit ici. Je n'ai pas dit qu'on allait forcément casser, d'accord? Mais ici, il faudra surveiller le truc. Voilà. Il y aura un fort risque de breakout, puisqu'on aura donc des sommets descendants. Et le breakout horaire ici sera forcément très intéressant à prendre, mais normalement il y aura un rebond, rappelez-vous, et normalement c'est derrière qu'on essaiera de casser. Donc on verra, mais pour moi c'est le thème de la semaine. Est-ce qu'on échoue dès lundi sur cette petite euphorie chinoise, et en gros, bah, après avoir acheté les mauvais chiffres, on va vendre les bons chiffres. C'est possible, hein. C'est le marché qui vous prend tout simplement pour des cons en permanence, si vous êtes un trader fondamental. Allez, à demain avec donc de nouvelles informations. Moi là aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce que ce lundi représentera. Je n'ai aucune lecture. Donc je ne peux pas vous proposer de scénario intraday là-dedans. Je peux encore moins vous proposer une vision swing parce que il faut que je vois la clôture de lundi. Il faut que je vois la tronche que ça a, les rapports de force. Puisque pour l'instant, c'est plutôt pas en lien avec ce que j'attendais, voire même en phase pour des invalidations si on devait franchir les sommets mensuels dès ce lundi matin ou après-midi.